Ils se sont moqués de lui au restaurant, sans savoir qu'il allait signer le contrat de 8 millions. La salle brillait comme un bijou. Lustres suspendus jetaient des théards de lumière sur les nappes blanches. Les verres tintaient en cadence, et les téléphones crépitaient, immortalisant chaque sourire obligé. L'air sentait le cuir ciré et le parfum coûteux. Des conversations feutrées glissaient comme des rubans entre les chaises. Sur les écrans, le logo de la société organisatrice tournait en boucle. Partenariat stratégique annonce ce soir 8 millions en jeu. Au milieu du tapis de velours, Jamal Rivers avançait sans bruit. Sa veste était sobre, coupée avec soin, ses chaussures presque indiscernables dans leur élégance discrète. Il ne cherchait pas les projecteurs. Il avait la posture d'un homme habitué aux coulisses. Efficace, invisible volontairement. On l'observait, parfois avec curiosité, souvent avec un sourire qui ne disait rien. Pour certains, il n'était qu'un invité de plus. Pour d'autres, un objet d'examen. Les élégances se lisaient comme des titres. Costume italien, statue, montre ancienne, histoire. Dans cette arène, l'apparence parlait d'abord. Non loin de la scène, Vanessa Hale parlait fort, riant comme on marque un territoire. Richard Hale, à ses côtés, orchestrant approbation et poignée de main, rayonnait cette confiance fabriquée qu'on prend pour autorité. Ils avaient tout prévu, le discours, la coupe de champagne, la photo qui finirait en une manchette flatteuse de main. La soirée était un ballet conçu pour consolider un prestige déjà bien établi. Les petites piques vinrent en gouttes, puis en pluie. Un serveur effleura la manche de Jamal en passant. Une phrase, lancée par-dessus l'épaule, fut assez audible pour se propager. « Vous êtes sûr qu'il est de notre monde ?» susurra quelqu'un, comme un verdict. Les rires se trouvèrent leur cadence. On se permettait de juger à la surface. Une montre trop simple, un nœud de cravate mal ajusté, autant de fautes imaginées. Ce soir-là, la reine distinguait ses héros par la lueur de leurs accessoires. Vanessa se pencha vers Jamal sous l'œil des caméras de la soirée, sourire affûté. Elle posa sa main sur l'épaule comme on frappe un adversaire. Les mots furent acérés. « Vous feriez bien de rester dans votre coin. » Un murmure d'approbation. Puis, dans un geste théâtral, elle leva sa flûte de champagne et, d'un mouvement calculé, renversa le liquide non pas sur la nappe, mais directement sur la poitrine de Jamal. Le liquide glissa, rouge sur le tissu sombre, une tache nette qui semblait arrêter le temps. Corps rigide, regard qui ne flanche pas. Les conversations s'arrêtèrent, puis reprirent, plus bas, comme si on parlait d'un petit accident domestique. Les téléphones, eux, se focalisaient. C'était l'image parfaite. L'humiliation était devenue spectacle. Jamal resta immobile un instant. On voyait la goutte qui perla au menton, l'odeur sucrée du vin qui se mêlait à la poussière de chandelle. Sa main épousa le tissu, le pressa sans frapper, comme pour noter la sensation. Froid, humide, un contraste indéniable entre ce corps présent et l'opinion qui venait de se former. Il n'éleva pas la voix. Il n'y eut pas de confrontation, pas de cri. Il inclina la tête une fraction, puis se leva et tourna les talons. Il est parti. Personne ne savait encore ce qui allait suivre. Avant de sortir, il passa près du bar, effleura une poche, y prit son téléphone. L'air dehors était frais, comme un détachement. Il appela d'une voix mesurée, la voix d'un homme qui a répété ce mot, « Activer le protocole ». 5 mots, aucun éclat. Et pourtant l'ordre portait la même force que si un marteau avait frappé sur une enclume. Dans les coulisses, les équipes se mirent en mouvement comme une mécanique huilée. Le conseiller juridique principal confirma la clause de protection de la réputation incluse dans l'avant-contrat. Le directeur financier vérifia les signatures autorisées. La cellule communication prépara un message. Jamal n'avait pas besoin d'élever la voix. Il avait préparé des garde-fous pour des moments tout aussi imprévus que celui-ci. Il avait été assez patient pour anticiper les fractures possibles entre l'image publique et la réalité des chiffres.
Il appuya simplement sur une série de commandes. Le système déclencha des envois contrôlés aux partenaires. Un email neutre, une note interne, suffirent à mettre en pause le processus. Signature suspendue jusqu'à enquête additionnelle. Le mot gel apparut dans la chaîne, sans fioriture. Il y avait des procédures, convocation du conseil, vérification de conformité et surtout l'exigence d'un accord unanime pour aller de l'avant. Dans le milieu des grandes promesses, une formalité pouvait couler un navire. À l'intérieur de la salle, la vidéo de l'incident circulait déjà d'un écran à l'autre. Les images étaient nettes. Vanessa rit, le verre incline, la tâche s'étale. Le murmure monta en un crescendo grave. Certains riaient encore, d'autres fronçaient les sourcils. Puis, comme une onde, une notification. Contrat temporairement suspendu. Un deuxième, un troisième. Les téléphones, jadis instruments de flatterie, devinrent fissures. Les investisseurs, les partenaires, les influenceurs. Le calme apparent du gala se transforma en agitation sourde. Le rythme s'accéléra en dehors des projecteurs. Un post sur un réseau social prit la vidéo, la publia avec une légende acérée. En moins d'une heure, elle était hors du contrôle des organisateurs. Les commentaires se succédaient, parfois cruels, souvent indignés. Comment peut-on tolérer cela? Honteux. Les hashtags se formèrent, rapides, comme des vents qui soulèvent la poussière. La réputation d'une marque se jauge maintenant en partage et en minutes. Les partenaires, inquiets, commencèrent à décrocher. Un message du principal investisseur. Nous suspendons notre financement en attendant clarification. Un autre grand nom qui figurait sur la liste préféra se retirer fragilement. Les serveurs de la salle, qui avaient observé la scène 20 minutes plus tôt comme on regarde un spectacle, virent les organisateurs pâlir et se consumer par l'intérieur. Un tissu social craquait où la confiance avait été donnée d'avance. Le lendemain matin, les gros titres prirent la forme d'une apocalypse de réputation. On lisait des colonnes sur la responsabilité des marques, sur l'impact des comportements privés en public, sur la vitesse d'une colère numérique qui n'attend pas les justificatifs. L'action de l'entreprise organisatrice chuta, non seulement en raison du geste de Vanessa, mais parce que le marché déteste l'incertitude. Des membres du conseil donnèrent des interviews fébriles. Certains quittèrent le navire. Les chiffres furent clairs, 8 millions en jeu, suspendus, en question. Pendant ce temps, Jamal faisait son café dans la cuisine de son appartement, une pièce simple, sans ostentation. Il regarda la tache séchée sur sa veste laissée sur une chaise, souvenir tangible de l'humiliation. Il n'était pas célébrant, il n'était pas vengeur, il n'était pas insensible au poids de ce qui s'était passé. Mais il connaissait la valeur d'un acte mesuré. La scène qui l'avait interrompu n'était pas un duel social, c'était une fenêtre qui montrait ce que devient une structure lorsqu'on y verse du mépris. Certains diront qu'il était dur, d'autres juste. Il prit une décision fondée sur le principe qu'on ne peut pas laisser la réputation d'un partenariat être fondée sur le mépris public d'un individu quelconque, surtout lorsqu'il s'agit d'un accord stratégique lourd de conséquences. Ceux qui s'offusquèrent du geste de Vanessa ne devaient pas rester sans réponse. La posture professionnelle exigeait conséquence, pas spectacle. Les investisseurs, désormais sur la défensive, réclamaient des garanties et des explications. Les avocats comprirent immédiatement. Il fallait formaliser la suspension, inscrire une vérification externe, convoquer le conseil pour voter. Jamal possédait les leviers nécessaires. Il n'en abusa pas. Il actionna ce qui existait déjà. Clause contractuelle, droit d'approbation, sa place au conseil et la confiance déposée par certains partenaires privés. Tout cela fut fait dans la transparence procédurale, loin de la vengeance personnelle. À mesure que la nouvelle se répandait, l'entreprise des Hale vacilla. Les employés confus se demandaient comment un geste individuel pouvait se transformer en ouragan économique. Certains firent leurs valises. D'autres restèrent, pressés de minimiser les dégâts. Le couple Hale, à l'origine du scandale, découvrit combien la position sociale pouvait être fragile face à la mécanique des responsabilités. On regarde en haut, puis l'on tombe. On croit être immunisé, puis on comprend que la visibilité rend chaque faux pas plus coûteux. La pression monta jusqu'à frapper à la porte de Jamal. Un taxi claque devant l'immeuble. Les voix des deux arrivent avec la pluie, chargées d'angoisse. Vanessa pleure, une litanie à regret, des « je suis désolé » balbutiés qui sonnent comme des tentatives de rachat.
Richard, plus mesuré mais en proie à la panique, cherche des solutions faciles. Promesses, restitution, mea culpa public. Ils entrent, maladroits, dans un appartement qui parle de l'économie de l'intime, pas de la scène. La confrontation n'a rien d'une scène de tribunal. Il n'y a pas de hurlement, pas d'explosion. Il y a l'espérance éperdue de deux gens qui voient s'évanouir la certitude de leur monde. Ils tentent des enveloppes, des propositions de dons, des promesses de campagne de communication. Ils expliquent, demandent grâce, implorent la rétractation. Jamal les écoute. Il observe la pâleur de Richard, la voix qui vacille et l'orgueil de Vanessa réduit à cendres. Il laisse parler, sans interrompre. Son calme est une barrière solide. Il sait que chaque propos peut être retourné en outil pour les assaillants, il préfère garder la maîtrise. C'est dans ce silence que se joue la plus importante partie, la décision. « Vous avez mis le vin sur moi devant tout le monde », dit-elle, les yeux rougis. « Je ne pensais pas, c'était un geste, une plaisanterie, il fallait que j'arrête. » « Les plaisanteries ne se font pas au détriment des autres, » répond Jamal, d'une voix lente, précise. Il n'y a pas de venin, seulement la netteté de la conséquence. Ce qui s'est passé ce soir n'est pas isolé. C'est une manière de traiter ceux qu'on considère en dessous, et cela affecte des centaines de personnes. Ce contrat n'est pas à propos de nous. Il implique des partenaires, des employés, des engagements requis pour 8 millions de projets. Je n'ai pas agi pour vous blesser personnellement, j'ai agi pour protéger ce qui était au-delà de nous. Il pose sur la table la veste tachée, maintenant sèche, souvenir banal à présent. Vanessa se raidit. Richard tente un sourire qui n'arrive pas à dissimuler l'urgence. Il propose des solutions immédiates, une conférence de presse conjointe, une donation à une œuvre, la démission d'un membre du conseil. Il propose, mais Jamal sait que la confiance ne se répare pas avec des artifices. « Je peux annuler la suspension, dit-il, mais pas sur la base d'un communiqué écrit sous la pression. Il faut une démarche réelle, formation sur le comportement professionnel, engagement public long terme et surtout une preuve que votre entreprise prend au sérieux les personnes qu'elle rencontre. » Il choisit ses mots pour gagner sur la durée, pas pour un effet de manche. La réputation ne se répare pas avec un mot, elle se répare avec des actes qui durent. Vanessa tombe à genoux, littéralement et symboliquement. Elle promet. Elle jure. Mais les promesses trop rapides sonnent creuses pour Jamal. Il veut des mesures, pas des cris. Il veut responsabilité, pas repentir factice. Il a vu trop d'aveux vider leur sens dans la salle des miroirs des relations publiques. Richard supplie. « Je vous en prie, Jamal, pensez aux équipes, pensez aux gens qui vont perdre leur travail si ce contrat est abandonné. » Jamal entend l'angoisse. Il n'est pas insensible. Lui-même sait que des décisions peuvent peser sur des familles et des carrières. Mais il sait aussi qu'accepter un arrangement rapide, juste pour préserver les apparences, serait trahir ceux-là même qu'il prétend vouloir protéger. Il ferme la porte au raccourci. « Vous ne comprenez pas, » répond-il calmement. « Accepter votre solution maintenant ne ramènera pas la dignité qu'on a piétinée. On peut reconstruire, mais la reconstruction exige vérité et constance. Je ne suis pas le juge de vos vies privées, je suis le gardien des engagements que j'ai pris au nom d'autres. Si je renonce à cette suspension sans voir un changement palpable, alors je deviens complice d'un système qui dévalue les gens. » Il reste là, suspendu entre le désespoir et la tentative de réparation. L'atmosphère est lourde de réalisme. On n'achète pas la décence, on la gagne. Après un long silence, Jamal ajoute « Vous avez une responsabilité professionnelle. Vous devez l'accepter. » Il se lève et ouvre la porte. Pas de triomphe dans son regard, juste une clôture ferme, équitable, presque triste. La leçon ne se joue pas sous la forme d'un châtiment, mais comme une obligation retrouvée. Tirer les conséquences de ses actes et, si l'on veut, gagner le pardon par des changements visibles. C'est une justice lente, pragmatique, pas une vengeance cathartique. C'est une responsabilité imposée par l'effet que chaque geste a sur d'autres vies. Les semaines qui suivent confirment la rapidité des effets en chaîne. Le conseil se réunit, les audits de conformité sont commandés, des contrats s'égrènent ou se reforment.
Vanessa et Richard publient un plan de réforme corporate, les formations deviennent obligatoires et des comités de surveillance sont mis en place. Il y a des pertes, des têtes tombent, mais aussi une tentative de réparation structurée et publique. L'effet viral qui avait tué la confiance devient dans une autre direction la pression qui pousse au changement. La scène se termine sur la simplicité du quotidien retrouvé chez Jamal. Il n'a pas cherché le bruit, sa vie n'est pas devenue un triomphe extravagant. Il a gardé la veste tachée comme un rappel discret, non pas d'une victoire, mais d'une responsabilité. Parfois, il repense au bruit des talons dans la salle, au cliquetis des verres, à la voix qui a voulu l'humilier pour s'assurer une place. Il pense à toutes les petites évidences que l'on prend pour des droits. La morale n'est pas un sermon, elle est un constat. L'orgueil, quand il se croit invincible, s'expose. Les conséquences suivent. Mais le vrai message tient dans le geste mesuré. La dignité se défend par des processus, pas par des excès. Le pouvoir de faire plier une machine sociale existe, mais il doit s'exercer avec le souci des autres, pas pour l'ego. Avant de clore, une pensée simple. Traitez les gens comme vous voudriez être traités quand votre image sera sous les projecteurs. Quand on pense avoir la couronne, souvenez-vous que tout peut basculer à la vitesse d'une vidéo. Le monde, finalement, est plus petit que l'on croit. Les gens se voient, se jugent, se relaient. Et celui qui croyait tenir le destin des autres peut constater qu'il n'est que partie du même tissu. Si cette histoire vous parle et que vous aimez ces récits où les équilibres se renversent, abonnez-vous pour d'autres récits semblables. La dernière image est simple. Jamal referme la veste sur son fauteuil, la tâche désormais insignifiante, et il se penche vers la fenêtre. De l'autre côté de la ville, une entreprise apprend ce que signifie perdre la confiance. Des décisions véritables sont prises, pas pour apaiser les spectateurs, mais pour réparer. On n'applaudit pas la chute, on observe la conséquence et on en tire une leçon. Faites attention à la manière dont vous marchez dans le monde. Parfois il vous semble immense et parfois il vous ramène au même niveau que ceux que vous méprisez.